Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. C'est bon. T'es prêt à plonger ? Je suis prêt à plonger. J'ai mis mon petit maillot de bain et tout. C'est vrai ? Non, pas du tout. J'ai vraiment eu un moment de dire « Ah, il est en maillot de bain !» Pierrot, je vais te lire ma petite intro. Tu es d'accord ? Oui. Pierrot, bienvenue chez moi. Merci. Tu es un ancien obèse hypersensible. Tu m'as dit « Mon corps, c'était comme un immeuble en ruine. » Et cette image m'a frappé. Ça fait quelques années que tu as perdu ces kilos, que tu n'es plus obèse aux yeux de la médecine, mais ils sont encore là, ces kilos bien lourds. Tu as beau faire un 85 kilos bien dans la norme, entre guillemets, une part de toi se sent toujours gros, pas assez désirable, pas dans la bonne norme gay. Une norme gay de laquelle tu te sens exclu aussi par ta neuroatypie. Tu es hypersensible et HPI, au potentiel intellectuel. Tu vis des concentrés d'émotions puissantes que tu ne sens pas bienvenue dans ce milieu gay si froid et distant, me dis-tu. Tu vas nous raconter ce chemin pour reconstruire ton estime de toi, ton rapport au corps, trouver ta place et peut-être l'amour avec un grand A. Qui sait ? En arrivant là, tu me disais que t'as... Parce que je check toujours les intros avec les invités, donc je te l'ai envoyé. Mon enjeu étant de vérifier que je dis pas de grosses bêtises, puisque cette intro, elle vient du pré-entretien qu'on a fait il y a quelque temps. Tu m'as dit que tu as envoyé cette intro à une de tes amies, et qu'est-ce qu'elle a répondu ? Elle a trouvé ça m'a fait rire, parce il y a eu un 3-4 secondes de blanc, un peu, une fois que j'ai fini de lui lire. Je lui ai lu, je ne l'ai pas envoyé. Et elle m'a fait « Waouh, c'est... » Je sais plus si elle a utilisé le terme direct ou cash, mais c'était clairement cette idée-là de quelque chose de très précis et vraiment le fait de nommer les choses. Moi, c'est quelque chose que mon obésité, etc., je l'accepte, ça va beaucoup mieux qu'avant, mais c'est toujours des termes qui sont qui font un peu peur parce qu'ils représentent vraiment la chose. Et j'ai eu tendance peut-être à la minimiser ou à l'utiliser des euphémismes. Et du coup, ce qui ressortait de ce qu'elle disait, c'était quelque chose de très cash, de très direct. Et que c'est vraiment utiliser des mots précis pour dire les choses et pas passer par des chemins un peu... détournés. Ouais, détournés, c'est ça, et vraiment aller droit au but. Elle était un peu surprise. Après, en connaissant cette amie, c'est aussi une personne qui peut avoir du mal à entendre les choses très clairement, et souvent, par exemple, quand on parle de choses un peu compliquées tous les deux, je mets beaucoup de douceur, je prends beaucoup de tact quand je dis les choses, parce elle est aussi hypersensible. Du coup, elle peut être un peu envahie par certaines phrases ou des mots ou quoi. Et moi, quand j'ai lu l'intro, j'ai trouvé ça très direct. Et en même temps, je connais tes podcasts. Et ton objectif est toujours d'aller au fond des choses de manière très précise. Et souvent, quand certaines personnes, certains des gens que tu interviews disent etc., tu vois, ou des choses comme ça, et tu reprécises, tu leur demandes vraiment de dire qu'est-ce qu'ils pensent quand ils disent etc., qu'ils englobent quelque chose un peu de manière floue. Toi, tu veux vraiment la précision. Donc c'est un peu intimidant, et en même temps, c'est cool parce que moi, j'avais envie de pouvoir partager ça de manière très honnête, transparente et directe. J'ai vachement hésité. J'avais du mal à écrire l'intro parce que en fait, j'étais envahi par ce mot d'obèse. Il est envahissant, hein. Tu vois. Et pour autant, il était toujours là parce que quand on a préparé cet échange, tu m'as dit « Je suis un ancien obèse ». Et moi, ça m'a frappé immédiatement parce que je me suis dit « Mais moi, tu m'as dit « Je suis un ancien obèse et tu ne peux pas le voir. Ouais. Toi, Guillaume, tu ne peux pas le voir. » Et je me suis dit « Bah ouais ». Et du coup, pourquoi on en parle ? Parce que si tu es un ancien obèse, même s'il y a le mot ancien devant, on réactive tout le pouvoir nocif de ce mot, qu'en plus, je sais pas trop ce qu'il veut dire, parce que j'ai toujours été un petit peu... tu vois, la médecine, à 100 grammes près, te donne le verdict si écrasant. Oui, après, techniquement, encore aujourd'hui, je suis en surpoids d'après la médecine. Si je prends l'IMC, le calcul de l'IMC,
qu'on peut remettre en question, hein, ça y a aucun débat là-dessus. Mais c'est vrai que ouais, le médical est quand même c'est très sans émotion, sans affect, je trouve. Ouais. Moi, je me souviens d'un médecin qui m'avait dit quand j'étais jeune, parce que j'étais allé le voir pour avoir un certificat d'aptitude pour partir en colonie de vacances, un certificat de sport. Et à la fin, il m'a vraiment dit vous êtes en obésité morbide et il va falloir faire attention et tout parce que votre santé est en danger, quoi. Et j'avais 10 ans. C'est horrible d'entendre ça à 10 ans, quoi. Et j'en ai eu pas mal dans mon parcours, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup aidé. J'ai fait beaucoup de psychothérapie et j'ai vu beaucoup de médecins, etc., des nutritionnistes. Je peux vous faire un plan diététique merveilleusement bien. Mais et ça a toujours été des choses c'est toujours été des personnes hyper minces, très froides et distantes qui parlent de ça et qui essayent de nous aider. Et je trouve que j'ai trouvé dans mon parcours vraiment médical, psychologique c'est différent, mais médical j'ai trouvé beaucoup de quelque chose de très froid. Et à l'inverse, les gens sont gênés aussi par la situation parce qu'ils savent que c'est pas que c'est pas normal, mais que je peux en souffrir, mes parents me voyaient pas bien, etc. Et du coup, ça ajoute quand même pas mal un espèce de poids en plus du poids physique qui est là. Il y a un poids un peu sociétal en fait, et tout renvoie tout le temps à ça. C'est un truc assez au quotidien en fait, et ça fait beaucoup, quoi. Et du coup, j'ai un sentiment de quand je vois d'autres personnes obèses dans la rue ou quand je suis en interaction avec des gens en fait, je fais un transfert. Je vis l'émotion que moi j'ai vécue avant à travers eux, et du coup j'ai une espèce de blocage. Ça me met mal en fait, ça me replonge un peu là-dedans. Et Face à des personnes grosses. Ouais. Ok. Et c'est drôle parce que je suis pas du tout grossophobe, hein, mais des fois j'ai l'impression dans mes attitudes de rejeter un peu ça parce que ça me fait vivre des émotions qui sont trop fortes. Et en fait je me sens mal pour eux parce que j'ai été mal quand j'étais plus jeune. Et voilà. Donc, Moi du coup j'ai choisi de faire une intro aussi directe. Alors, t'as raison, c'est un peu mon style. Je sais pas pourquoi je parle super grave, non, aujourd'hui? Ah bon, je sais pas, j'ai pas fait particulièrement attention. Ma voix a baissé de 2. Ah ouais? Ouais, je l'ai senti parce que dans notre pré-entretien, j'ai senti que t'étais là pour ça. J'ai senti à l'intuition que t'étais prêt et que toi-même, t'avais ouvert les placards, que les vampires, on pouvait les regarder dans les yeux. Les vampires, t'as dit? Ouais. Ouais, ok, j'avais juste pas entendu. Ouais, parce que, en fait, le vampire, je crois, il disparaît à la lumière. Ah, ok. Ouais. Ou en tout cas, il flippe de la lumière. Ouais. Et donc, et ça va, du coup, dans ce côté très direct, parce que toi, quand on est hypersensible, est-ce que tu peux m'amener dans tes chaussures? Tu vois, quand, par exemple, là, peut-être ce texte était très confrontant pour toi, ou... Alors, ouais, il était confrontant. En même temps, je savais que t'allais me l'envoyer, je savais que ça allait être direct parce que j'ai écouté beaucoup de tes podcasts. Et il y a même des moments où, pour être très honnête avec toi, quand j'écoute tes intros, je les trouve caricaturales, mais je sais pourquoi elles le sont. C'est parce que tu veux faire un condensé en littéralement 20 secondes de ce dont on va parler pendant plusieurs potentiellement heures, et que c'est un récit de vie au complet. Donc, à synthétiser, c'est vrai qu'il faut utiliser des mots qui sont précis, qui sont aller straight to the point, comme on dit en anglais, droit au but. Et du coup, là, pour me ramener dans les chaussures d'un hypersensible, au sens très large, c'est que tous mes sens sont particulièrement vite stimulés, parfois vite trop stimulés aussi. La sensation sur la peau, la lumière, les odeurs, les sons, tout est vraiment hyper sensible au sens, les sens sont hyper. Et après, il y a tout le côté émotionnel aussi où un rien peut m'envahir émotionnellement. Ça peut m'arriver d'être... je regardais les infos la dernière fois, et je crois que c'était les inondations. Et j'ai vu des gens qui étaient en détresse parce qu'ils avaient perdu leur chez eux, et je me suis mis à pleurer. Ça m'a envahi d'une émotion forte, qui est pas non plus... je la vois pas comme un tsunami qui rase tout, mais c'est vraiment juste un moment, c'est là. Puis il va y avoir 2 petites larmes qui vont couler peut-être, après on va passer à autre chose. J'ai beaucoup travaillé sur le fait de traiter les émotions, de les vivre sur l'instant. Ça a été une grande quête dans la vie. Et du coup, ça peut être ça peut être une réflexion, ça peut être un regard, ça peut être moi qui dis quelque chose et qui me réécoute le dire en boucle pendant 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, et même le soir même me dire mais pourquoi t'as dit ça comme ça ou quoi. Ouais, pour moi, l'hypersensibilité, c'est vraiment ça. Et quelque chose qui est pas forcément facile à comprendre pour les gens qui ne le sont pas, mais c'est... tout peut être fort et un peu envahissant des fois, ouais. Il y a des moments où juste ça pète et on comprend pas pourquoi, alors que tout va bien, ou à l'inverse ça va pas bien, et là d'un coup ça va super bien.
puis ça retombe un peu. C'est toujours les espèces de vagues et les... Voilà, donc on s'adapte, on vit avec, et on accueille. C'est la meilleure chose à faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'intro, moi, quand je l'envoie aux gens, je propose de la retirer, de la modifier. Et je te l'ai proposé et t'as pas voulu. Non, parce que je l'ai trouvée, en fait, elle est très juste, elle est très vraie. Et des fois, le vrai peut être douloureux ou percutant, dépendamment de où on en est sur un sujet. Mais avoir peur de la vérité n'est pas non plus la bonne manière pour avancer, je trouve. Donc, arriver à regarder les choses droit dans les yeux, c'est aussi important pour pas être dans un déni ou dans un euphémisme de la réalité. On est sur un podcast, donc les gens ne voient pas à quoi tu ressembles. Et du coup, quand tu dis qu'un médecin aujourd'hui te dit en surpoids... Alors, un médecin me l'a jamais dit, mais quand je regarde l'IMC... Ah, pardon. Quand je fais le calcul de mon poids et de ma taille, je suis à 0,2 points du surpoids, donc techniquement, je suis encore dans la partie... Mais je trouve que ça illustre aussi à quel point cet outil est un peu dépassé, pas forcément hyper adapté. Ah, mais faudrait que les gens puissent te voir, là. Ah bah oui, je sais, mais est-ce que oui. Parce que je comprends pas, en fait. Ah bah oui, je comprends. Je comprends que tu comprennes pas. Il y a un gap gigantesque. Ouais. Est-ce que tu veux te décrire physiquement ? Ouais, bah je fais 1m85, un truc comme ça, 85 kilos environ. Je suis barbu, petite moustache qui commence à pousser. J'ai plus de cheveux, j'ai rasé mes cheveux. Puis après, je dirais que je suis baraqué, enfin genre je suis carré, je suis pas fin, maigre. J'ai plus de... Pour moi, j'ai plus de ventre ou quoi, j'ai le ventre relativement plat avec un t-shirt, voilà. Habillé, ça va, je me sens... Si je suis nu, par exemple, c'est très différent. La perspective de moi-même est très différente. Mini parenthèse, avant que je te... Il n'y a pas du tout une petite moustache. Elle existe, elle est là, elle est grande et elle est belle. Oui, non, mais quand je dis petite, c'est parce que avant, j'avais vraiment une moustache que je cirais, une moustache en guidon, qui remontait vraiment comme ça. En guidon ? Ouais, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle une moustache en guidon, ouais. Et en fait, je dis petite moustache parce que cette moustache-là, je suis barbu depuis que j'ai 16 ans et j'ai jamais vraiment rasé ma barbe. Du coup, pour moi, là, elle est petite parce qu'elle est pas moustachée, comme je dis, elle est pas en guidon. Et petite parce qu'il y a juste des tout petits sur le côté qui ressortent. C'est pour ça que je dis petit. Mais non, effectivement, j'ai une moustache. Je suis barbu quand même. Oui, c'est ça, proéminente. Et des très belles lunettes. Merci. Tu es très lunette, parce que tu arrives avec des lunettes de soleil. Oui. Elles sont belles, elles sont stylisées. Et j'aime beaucoup. Mais c'est un opticien, c'est Jimmy Fairley. Je fais un peu de pub d'ailleurs, je sais pas si j'ai le droit. En fait, c'est un opticien que j'ai découvert il y a plusieurs années. Et là, j'avais besoin de nouvelles lunettes en revenant de voyage. Je m'étais rasé les cheveux pendant mon voyage. Et je me suis dit, je veux un truc looké parce que j'ai plus de cheveux, donc je veux qu'il y ait quelque chose qui prenne de la place. Je suis allé chez l'opticien. Moi, j'allais vers des trucs plus classiques. À un moment, la dame me fait non, faut que tu prennes ça va trop bien t'aller. Je les ai essayés. J'étais en mode non, c'est pas possible. C'est beaucoup trop pour moi. Et en fait, en étant dans le magasin un peu pendant 10-15 minutes, en les mettant, j'étais en mode ah ouais, elles sont grave cool. Et du coup, après, j'y suis retourné pour mes lunettes de soleil. Et j'avoue qu'elles sont grave stylées. J'ai plein de gens qui me font des retours dessus, donc c'est cool, je suis content. Tu disais, habillé, je me sens bien. Nu, c'est plus compliqué. En fait, c'est très drôle parce que je peux être à l'aise nu si j'ai été validé à l'avance. Mais par exemple, en fait, ça dépend vraiment des moments. Quand je suis habillé, ça va. Quand je suis nu, moi dans la glace, il y a des moments où je vais me trouver pas forcément très beau, pas forcément très... Et à d'autres moments, je vais être en mode ah ouais, t'es canon, c'est cool. Ça dépend beaucoup de mon état émotionnel du moment d'ailleurs. C'est intimement lié. Et si j'ai été validé à l'avance, par exemple, si c'est sur les plans Grindr ou quoi, tu t'envoies des photos à l'avance, du coup les personnes elles voient ce que c'est. Ok. Elles voient mon corps. Et du coup là, j'ai absolument aucun sentiment de pas être bien dans ma peau, d'avoir l'impression d'être trop comme ci, trop comme ça. Parce que t'as envoyé des photos. Ouais. Et que du coup la personne entre guillemets a accepté ça, mon corps comme il est. Et donc je me sens beaucoup moins mal. Mais à d'autres moments, par exemple, le dernier exemple que j'ai en date, c'était quand je suis allé en boîte pour mes 25 ans. Tu as quel âge ? J'ai 25 ans. C'était pour mes 25 ans, il n'y a pas très longtemps. Là. Et on sort dans un bar que je connais, à Paris, avec mes potes. Trop cool, le bar ferme à 2h. Et ma pote me fait, vas-y, on va en boîte gay et tout. Je tombe, ok, let's go. Je sors jamais en boîte gay. J'ai dû le faire une fois dans ma vie. Et d'habitude, j'aime pas ça, parce que on en reparlera sûrement, mais concentrer un peu de normativité à mes yeux, et je suis hyper mal à l'aise là-dedans.
Mais je me dis, ok, let's go, c'est pas prévu à l'avance, donc j'ai pas le temps de me mindsetter, de me mettre dans un mood ou quoi. Et vraiment, je suis en mode, ok, let's go, on découvre pas parce que je sais ce que c'est, mais ça va être cool, on va lâcher prise et voilà. Et j'arrive là, et alors là, par contre, je me suis senti excessivement pas à ma place. Et là, dans mon corps particulièrement, et aussi dans ma tête, j'avais juste l'impression de pas fitter. Parce que j'arrive au vestiaire, t'as 2 mecs torse nu qui sont un peu en mode en train de se montrer, pardon, en train de se montrer. Moi, le sous-texte un peu que je lis, c'est et c'est vraiment ma perception, hein, c'est pas en aucun cas une réalité, mais je suis hyper à l'aise, je suis beau, regarde-moi, et un peu un côté. Moi, je trouve ça hyper intimidant. Sûrement parce que j'aimerais pouvoir être comme ça, avoir ce lâcher prise là, et être à l'aise dans mon corps à ce point-là. Je ne le suis pas, et du coup, je pense que ça me renvoie au fait que je ne le suis pas. Complètement. Après, le mec au bar, je lui demande un verre d'eau et puis il me regarde de haut en bas en mode genre t'es qui toi? Je pense que ça c'est partout en boîte, mais quand même. Partout en boîte, quand tu demandes un verre d'eau. Quand tu demandes un verre d'eau. En Nouvelle-Zélande, j'ai adoré. La loi oblige d'avoir un gros jerrycan, j'allais dire, un gros truc de 10 litres d'eau avec des verres à côté et c'est en libre service. Ça c'est merveilleux, il faut boire de l'eau. Tu as voyagé en Nouvelle-Zélande? Ouais, j'ai voyagé dernièrement en Nouvelle-Zélande. Et le trigger, enfin le déclencheur dans la boîte, c'est de voir ces hommes dénudés, enfin genre ils étaient torse nu. Ouais. Et eux, ils avaient des muscles, c'est ça? Même pas tant musclés, parce qu'il y en avait un qui était un peu en mode twink, complètement imberbe, avec des petits abdos un peu dessinés et tout. Et l'autre, il était, je sais même plus, mais pas non plus dans la caricature du mec hyper musclé, etc. Mais quand même dans une espèce de norme dans la classification un peu de où t'es twink, un peu sans poil, ou alors t'es bear, ou alors t'es musclé, machin. Enfin, okay. Voilà. Et pareil, quand on est remonté à l'étage après, il y avait plein de gens avec, comment dire, en fait, ce qui est aussi génial, hein, mais c'est une expression de leur diversité, de qui ils sont, de comment est-ce qu'ils sont dans leur corps, etc., qui était propre à chacune et hyper libre. Mais je trouve quand même pas quelque chose d'hyper accueillant. Après, ça, c'est ma perception, encore une fois. Hein. Mais particulièrement en France, où je trouve qu'on se regarde beaucoup, il y a un côté facilement jugeant, que je ressens moins quand je suis dans d'autres pays du monde, où les cultures sont plus ouvertes à la différence et plus... C'est marrant parce que j'entends une contradiction. Tu disais la boîte, vraiment un condensé de normativité. Et puis en fait, tu décris dans la boîte les 2 personnes et à l'étage des gens, tu as dit singulièrement dans une expression de diversité. Ouais. Oui, de diversité et en même temps... Oui, je vois ce que tu veux dire dans la contradiction que j'exprime. Et comme si c'était plutôt toi qui les regardais beaucoup parce que c'est comme mais je pense que ça ouvrait, tu vois, une blessure. Ouais. Je pense que fondamentalement, c'est quand même beaucoup ça. Après, je reste persuadé du fait que c'est un endroit où je trouve que c'est un peu la quintessence de l'homonormativité. C'est un peu un terme que j'utilise beaucoup, mais il y a l'hétéronormativité. Et je trouve que vraiment, à force d'avoir lutté contre cette hétéronormativité qui a pu faire beaucoup de mal à pas mal d'hommes gays depuis longtemps, on en a recréé on en a recréé une entre nous et je la sens dans ces moments-là en fait, l'espèce de il faut être comme ça. Après c'est vraiment juste une sensation de ma part, je sais pas si c'est une réalité, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de choses qui invitent à être dans un rapport au corps qui est très libre, où il y a quand même beaucoup de nudité, où il y a un truc de regard de moi, mais beaucoup centré sur le corps, je trouve, en fait. Okay. C'est plus ça, je pense, fondamentalement. Donc toi, dans la boîte, tu vois des corps différents. Ouais. Mais ce qui est oppressant, c'est qu'ils sont tous dénudés. Non, pas tous dénudés, mais en fait, il y en a qui sont dénudés, et je trouve que c'est un peu l'endroit où on va lâcher tout sûrement ce qu'on a en nous, et juste on a envie d'être libre et de faire ce qu'on veut faire sur le moment. Ouais. Moi, je me sens pas du tout à l'aise de le faire, donc je pense qu'il y a aussi ça, c'est que ça me renvoie au fait que moi, j'arrive pas à ce détachement-là. Ouais. Par exemple, tu observes quoi? Comment les gens se lâchent? En dansant, en s'habillant de manière un peu... j'ai envie de mettre le terme queer pour qu'il soit très large et divergente de la norme, vraiment habillé en mode normal, même si on peut se demander ce que ça veut dire, mais tu bien sûr. ce que je veux dire, ouais. Il y a ça, il y a ceux qui vont être torse nu, il y a ceux qui vont danser un peu en mode... sexuel ou quoi. En même temps, il y avait un mec qui était tout nu en train de danser dans une vitrine. Donc, c'est une boîte gay où justement, je trouve que le rapport au corps et au paraître est un peu central. Et où je trouve qu'il y a un peu moins de place à un type d'expression un peu plus neutre, un peu moins extrême dans le... Extrême, c'est peut-être un peu fort, mais dans la manière dont...
Je suis en train de perdre mon fil. Moins expressif, toi Ouais, voilà. toi, tu observes des gens qui lâchent et qui sont eux-mêmes dans l'expression de comment ils dansent, Ouais. comment ils crient, comment Ouais. ils rigolent, Exactement. comment ils s'habillent. Ouais. Tu parles de queer en français, c'est bizarre, Ouais. c'est une ancienne insulte et c'est pour Ah, c'est une ancienne insulte, alors ça, je ne savais pas. Ouais. Ok, alors que pour moi, c'est un terme hyper positif, justement. Oui, il a été. C'est un peu le PD. Enfin, de Ok. ce que j'ai compris, peut-être je dis des bêtises. Ok, peut-être je dis ok. des bêtises. Mais queer, c'était plutôt bizarre dans le sens péjoratif du terme. Ok, tu d'accord. vois, zarbe. Alors que pour moi, c'est vraiment aujourd'hui un truc hyper. Je trouve que c'est hyper positif de se revendiquer comme queer, je trouve. C'est vachement intéressant parce que à la fois tu dis je vois une homonormativité, un truc vraiment enfermant, et à la fois ce que tu me décris semble être l'expression de plein de singularités assez libres. Enfin, t'emploies des mots assez Oui. positifs, genre Je vois ce que tu veux liberté, dire. Ouais. expression. Toi, si tu me ramènes devant ta glace, Mhm. les jours où ça va pas Mhm. et où tu te sens pas assez ou pas beau, Mhm. c'est quoi les pensées dans ta tête? Bah, ça se focalise vraiment au niveau de mon ventre. Je pense que c'est la zone de mon corps que disons, je me suis réapproprié mon corps partie par partie. Donc au début, c'était mes avant-bras, parce que j'ai trouvé beau. Après, ça a été les jambes, parce que je faisais de l'équitation, donc du coup, ça muscle beaucoup, beaucoup, beaucoup les jambes. Mais le tronc restera toujours une zone un peu genre où l'acceptation n'est pas terminée. Et quand je suis devant la glace, dans les moments où ça va pas, je trouve que ma peau pend. En fait, les stigmates de mon obésité sont encore là, en fait, parce que Ok. 45 kilos, c'est quand même, pour le corps, c'est quand même beaucoup. Alors, en plusieurs années, mais quand même. Du coup, moi, je vois que ça dans ces moments-là. Explique-moi. Donc la peau distendue. Ouais, la peau distendue, ouais. Alors, Il y a des petits morceaux de peau. non, c'est juste qu'en fait, il y a un gros bourrelet. Genre, moi, je trouve que j'ai un énorme bourrelet au niveau du ventre. Ok. Et en fait, après, c'est. Par exemple, si je me mets en mode planche, j'ai vraiment de la peau qui pend. Je dois avoir, genre, je sais pas, 5 cm de peau qui pend. Ok. Et moi, c'est quelque chose qui me met excessivement mal à l'aise. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça. Ouais. C'est le rappel aujourd'hui, en fait, de ce que ça a été avant. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que ça peut pas me quitter. Et c'est un truc que je voulais dire tout à l'heure, mais je sais plus, j'ai pas pu le caler. Mais c'était. On parlait du rapport à mon obésité avant et le fait que ça pouvait toujours être présent, etc. Et je me souviens toujours de la phrase que ma responsable de terminale m'a dit. Elle m'a fait: mais même si tu perds tout ton poids, Pierrot, tu te trouveras sûrement gros à vie. Alors, ça avait été un peu brutal. Et en même temps, je pense que c'est un peu vrai, parce que je pense que c'est le genre de trauma qui est compliqué pour passer au-delà, quoi. Quand ça a duré pendant 20 ans quasiment, avoir des insultes par rapport à ça, etc., quand j'étais plus jeune. Donc, ouais, ça laisse des grosses marques. Et il y a des moments où ça va très bien, et d'autres moments où un petit peu plus compliqué. J'ai entendu qu'il y avait des chirurgies pour justement enlever ces peaux. T'as eu envie? J'y ai pensé. Et j'y ai pensé il y a pas très très longtemps. Deux choses par rapport à ça. Je pense que de un, j'ai pas tout essayé pour le faire de manière non chirurgicale. J'ai pas non plus essayé d'avoir un régime alimentaire plus strict. Moi, je pars du principe que je m'en bats les couilles de ce que je mange. Et je arrête de me culpabiliser par rapport à ça. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai réussi à perdre du poids. Mais j'ai pas une hygiène de vie alimentaire très bonne, entre guillemets, en connaissant parfaitement les apports nutritionnels qu'un homme devrait avoir. Donc il y a encore du chemin à faire de ce côté-là, et je fais pas particulièrement beaucoup de sport pour me muscler cet endroit-là du corps, parce que je marche beaucoup, je suis serveur, et du coup ça m'arrive de faire des 30-40 000 pas par jour, travailler 12 heures, et bref, du coup, physiquement je me dépense beaucoup, c'est ce qui m'a aidé à perdre beaucoup de poids. Donc il y a cette idée-là où je vais pas faire une chirurgie si j'ai pas essayé ça. Attends, je comprends pas. D'un côté, tu me dis tu fais pas assez de sport, et de l'autre, tu me dis que t'es physiquement très actif. En fait, je fais pas de sport pour me muscler. En fait, je fais pas d'abdos. Enfin, je muscle pas cette zone-là. Pardon. Okay. C'est vraiment juste de la muscu à cet endroit-là qui pourrait aider à retendre la peau. D'accord. Pardon. Parce que moi, je croyais que la peau, une fois qu'elle est distendue, elle est distendue, quoi. C'est comme un élastique. Il y a une femme enceinte, par exemple. Elle va quand même, heureusement pour elle, qu'elle va pas garder la peau aussi tendue. Et genre large, genre souple, et non pas souple, mais distendu que quand elle a 9 mois de grossesse. Okay. Ouais, en fait, il faut retendre les abdos internes. Déjà ça aide à retenir. Ah ouais, ok, ouais. D'accord. Ce qu'un médecin m'avait dit une fois. Ouais. Et pourquoi tu le fais pas? Grande question. Je pense qu'il y a quelque chose qui bloque encore un peu je pense d'arriver à... C'est drôle parce qu'avec mon psy, dernièrement, je travaille beaucoup sur la notion de la réussite. Et y arriver, qu'est-ce que ça générerait de arriver fondamentalement à genre finir toute cette phase-là de ma vie?
Je pense qu'il y a un peu un enjeu par rapport à ça. Et après aussi, c'est juste que j'ai grave la flemme. Je vais pas te le cacher. D'aller au sport et d'aller à la salle et tout. Voilà. Mais donc c'est un peu une ambiguïté, une contradiction, parce que d'un côté j'ai envie d'y arriver et de l'autre côté j'ai pas envie de mettre en place les choses pour y arriver. D'où le fait que la chirurgie, je suis un peu en mode bah oui. En même temps, la chirurgie techniquement c'est vraiment recommandé pour des gens qui ont perdu excessivement beaucoup de poids et qui ont vraiment un tablier de peau, donc ils ont vraiment un pli de peau qui pend et qui peut aller jusqu'à recouvrir le pubis par exemple. Moi c'est pas du tout mon cas. Donc de un, ce serait pas pris en charge par la Sécu et ça coûte quand même assez cher. Donc peut-être qu'un jour j'y viendrai. C'est marrant comment j'ai l'impression que l'endroit du trauma, l'endroit de ce qui m'a fait mal est tellement connu, et je parle de moi, hein, tu me diras ce que t'en penses après, que je crois que parfois je viens de m'y réfugier sur ce tapis d'aiguilles qui me défonce les pieds. C'est plus simple. Trop weird, quoi. Même parce qu'on connaît. Et du coup, peut-être devant le miroir, ouais, tu te dis, ah, il y a ces peaux, ah, je suis encore obèse, ah, je suis pas désirable. Parce que c'est tellement d'énergie par rapport, enfin, moi, je vois que quand j'ai eu les déclics et où je me suis mis à faire ces pas de musculation, de m'aimer, de prendre soin de mon corps et de voir si ça retend la peau ou pas, après on verra et tout, mais mettre cette énergie dans je vais essayer, je vais prendre soin de moi, versus toute l'énergie dépensée dans putain, j'ai encore cette peau, je suis encore nanana. Je suis toujours... ça te parle? Mais t'as mis un mot assez intéressant sur le fait d'aimer son corps. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça, c'est arriver au stade où on aime son corps, et moi j'ai l'impression d'avoir peur de ce stade-là en fait. J'ai l'impression de l'avoir tellement attendu aussi, en mode un jour j'y arriverai, que maintenant que je suis à très peu, en soi il me manque pas grand-chose entre guillemets pour atteindre ça. Je pense que littéralement je me mets au sport de manière très régulière pendant 1 an, et je fais un peu gaffe à ce que je mange, je perds la petite poignée d'amour que j'aime pas trop, et franchement je pense que ça retend ma peau un petit peu quand même. Après ça fera pas des miracles non plus, hein. Je pense que ça restera, il y aura quand même des stigmates à vie, ça j'en suis convaincu, je le sais, c'est comme ça, mais il y a quand même une grande question autour d'aimer son corps. Est-ce qu'on te dit que t'es gay? Ou est-ce que tu bénéficies du straight passing? Tu vois ce que c'est? Je pense que tu passes pour hétéro? Je peux. J'arrive pas trop à savoir en fait. Je le sais que quand jusqu'à mon lycée, ça se voyait pas. Il y a beaucoup de gens qui s'en doutaient pas. Et très étonnamment, tout mon collège et mon lycée étaient au courant que j'étais gay parce qu'il y avait eu des aventures avec un gars. Et jamais on est venu me voir. On m'a juste demandé si c'était vrai, mais jamais j'ai eu d'insultes ou quoi par rapport à ça. Jamais j'ai été catégorisé comme le PD du lycée ou quoi. Et ensuite, quand je suis arrivé à Montréal, là, disons que j'ai fait mon coming out officiellement à mes parents aussi, à ma famille, à moi-même. Je pense que c'est principalement ça. Et là, je me suis permis d'un peu plus m'exprimer comme j'ai envie et du coup d'être moins dans un contrôle peut-être. Mais après, de base, je suis pas très efféminé. J'ai des petits traits, je pense. En fait, tu me vois une première fois, on va boire, je suis ton serveur par exemple, tu ne peux pas forcément le voir. Après, si tu me connais, on passe une soirée au complet ensemble, oui, clairement, ça se voit. Mais je pense que j'ai quand même un peu le côté straight passing, qui est assez cool à voir, je trouve. Ta perte de poids, elle s'est amorcée au Canada? Elle a commencé avant, elle a commencé après la seconde. C'était vraiment le plus haut que j'ai eu. Première terminale, j'ai été stable, un peu en descendant, et par contre, c'est en arrivant à Montréal que là, j'ai perdu 10 kilos par an, quoi. Donc, Et donc, t'es arrivé à Montréal j'avais 17 ans. À 17 ans, ouais, okay. Pour mes études. Ouais. Moi, moi, j'ai une intuition de ouf, et c'est vraiment de la psychologie de placard, on s'en fout. Enfin, c'est l'histoire que je me raconte en t'écoutant. Le moment où tu me parlais de ton rapport au corps, le moment où tu me parlais de toi devant la glace, attristé de cette poignée d'amour ou de cette peau, sans pour autant te mettre en mouvement dans cet entre-deux, j'ai tout de suite pensé à ces gens que tu regardes dans la boîte, qui sont plus queer que toi ou qui s'autorisent des choses qui sont très, du coup, violentes pour toi. Enfin, dans un moment, du coup, de l'expérience, c'est très difficile. Et je trouve ça intéressant que ça soit au Canada, à cet endroit où tu t'es autorisé. Tu disais, c'est plus au Canada où je me suis autorisé. Ouais. Comme s'il y avait un lien entre une acceptation plus globale de soi, c'est-à-dire lâcher des couches de protection qui protégeaient et qui cachaient le Pierrot que tu es et qui est en fait très queer.
Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Mais il y a une partie de moi qui sent que je m'impose quand même une normativité, de par mon éducation, je pense. Le fait que mon oncle soit gay et que pourtant il tienne lui-même un discours limite... alors, je mets des guillemets dans ce que je vais dire, hein, mais limite un peu anti... c'est hyper péjoratif la manière dont je veux le dire, nouvelle vague de diversité, ou pas nouvelle vague, mais la reconnaissance d'identité plurielle, et que c'est plus t'es bi, t'es gay, t'es hétéro, et à la limite t'es trans avec tout ce qui est la non-binarité, la fluidité, etc. Lui, il est complètement en rejet de ça. Il trouve que c'est complètement débile, et que ou t'es gay, ou t'es hétéro, ou t'es bi, ou t'es trans, mais que c'est un peu genre farfelu et tout. Et du coup, il y a quand même dans l'homosexualité, le modèle d'homosexualité que moi j'ai eu, il y a quand même pas mal de normativité et de rester, pas faire trop de vagues, être contenu, disons. Je trouve intéressant aussi. En fait, c'est peut-être aussi, je vois, j'ai l'impression que dans ton chemin d'identité, je me demandais, c'est bizarre pourquoi je lui fais parler de ses lunettes. Ouais. Mais c'est comme si tes lunettes par rapport, moi quand je te regarde, tu m'envoies je vois une énergie hétéro-masculine. C'est mes projections. Ok. C'est mes projections. C'est drôle, on me l'a fait jamais formuler comme ça, mais c'est intéressant. Et quand tu me dis qu'on voit pas trop que t'es gay, je sens vraiment, sauf les lunettes, qui sont beaucoup plus queer pour moi. Ouais. Des lunettes qui tu vois, costume, Ouais. non, mais je vois ce que tu veux habille dire. ton visage. Bon, enfin, je sais pas, faudrait qu'on les décrive, parce que sinon les gens vont penser que... Oui, c'est ça que c'est des lunettes un peu genre rectangulaires, en écaille, marron et un peu noir, avec des branches bleues. Ouais, il y a une personnalité, il y a une individualité, il y a une originalité. Oui. Et il y a voilà, c'est des lunettes. Et moi, je sens vachement ça, ce lien entre ta queerness, qui t'as le droit d'être quand tu lâches prise. Ouais. T'es dans cette boîte, et la boîte, elle est violente. Et moi, je suis 100% avec toi. Je trouve ça tellement dur de voir des gens torse nu, parce que j'ai tellement du mal à l'être moi. Donc, je suis avec toi dans la boîte. Et en fait, et pareil, quand des gens sont plus efféminés, ils me mettent mal à l'aise parce qu'ils s'autorisent quelque chose que moi, j'arrive pas à atteindre. Et il y a beaucoup de ça. Hein. J'adorerais pouvoir être drague. Mais genre, j'adorerais ça. Ah oui. Et pourtant, il y a un espèce de blocage en moi qui est énorme de... alors déjà, j'ai pas de... Je reste assez convaincu que je vais arriver à me libérer plus justement, me libérer et épouser cette queerness, disons. Je pense fondamentalement que je vais le faire avec quelqu'un qui va me faire découvrir ça sous le bon œil. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer dans ma vie. En tout cas, j'aimerais bien que ce soit comme ça. Avec quelqu'un de doux qui vraiment me montre que non, il n'y a pas de... Un peu qu'on me prenne par la main et qu'on me fasse, regarde, en fait, il y a pas de... Tu vas pas te faire attaquer, il n'y a pas de problème. Et j'adorerais arriver à ça, à ce lâcher prise total et juste à... Et c'est un truc que c'est un peu genre fantasmatique même, de genre, waouh, c'est possible, quoi. Et en même temps, j'en ai très peur et j'ai l'impression de pas me le permettre, de pas pouvoir, de pas... T'autoriser. Tu dis c'est un fantasme. Tu peux me le décrire? Projette-moi dans ce moment où tu as lâché ces couches. En fait, fondamentalement, c'est juste m'en battre les steaks de ce que les autres vont penser, quoi. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est m'en battre les steaks de ce que moi je vais penser de moi-même. Parce que les autres, à la limite, oui, mais je pense que le regard que j'ai envers moi-même est tellement plus dur que ce que les gens peuvent avoir envers moi-même. Et c'est justement, c'est un peu ma grande bataille du moment. C'est de me défaire de mes fausses croyances. C'est un peu mon travail psy en ce moment, il est hyper centré là-dessus. Et j'en parlais pas mal avec ma marraine qui est en RH et qui a fait une formation de coaching et tout. Et elle me fait, mais justement, ces fausses croyances-là, c'est ça qui bloque les gens dans arriver à parvenir à leur objectif. Alors qu'ils ont des envies, ils ont des choses qu'ils veulent faire. Mais il y a des croyances qui les limitent, des croyances limitantes. Et en ce moment, c'est vraiment ça arrive à détricoter ça. Et parce que franchement, quand je le regarde, ma famille l'accepterait complètement, ils trouveraient ça trop cool. Je suis allé voir un show de drague avec ma mère à Montréal quand elle est venue, elle a adoré ça. Enfin, ce serait pas du tout... je serais pas du tout rejeté par rapport à ça, j'aurais pas du tout à m'en cacher. Dans le milieu dans lequel j'évolue à Montréal, pareil, il y aurait pas de problème, je le sais très bien, quoi. Mais c'est vraiment juste moi avec moi-même. Donc je pense que c'est principalement ça le... Tu penses pas? Ce qui m'a servi, j'adore cette phrase. Ce qui m'a servi, M apostrophe A plus loin servi, m'a servi à servir dans le sens de l'esclavage,
Tu vois ce que ça veut dire? Ce qui m'a servi, ok, ouais. Tu vois? Et j'ai l'impression que moi, j'arrive à me libérer si j'arrive à comprendre la première partie, c'est-à-dire comment cacher au monde ta féminité, ta queerness, ta différence. Comment est-ce que ça t'a servi? Comment est-ce que ça t'a sauvé? Et là, tu un peu caches, tu dis mais aucun problème à vivre ma féminité en tant que drague. C'est ce que tu veux dire. Alors que en ce moment en Amérique du Nord, il y a des groupes extrémistes qui attaquent des lectures de drag queen auprès des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Alors que la misogynie, moi en fait j'arrive pas à être efféminé parce que je me fais tabasser en fait, parce que je me suis fait tabasser et parce que mon corps est là. Ah, t'es très gentil là avec tes histoires de queerness, d'être toi, d'enlever tes couches. Mais t'es mignon, moi mon taf c'est de te défendre, de te faire survivre. Ouais. Du coup en fait, tu vas pas me faire tout ça quoi. Ouais. Après, très honnêtement avec toi, je comprends complètement ce que tu dis, mais je n'ai honnêtement jamais dans ma vie, jusqu'à il y a peut-être 1 an, senti que c'était le fait que je sois gay et potentiellement ce que ça représente qui puisse me mettre de côté. J'ai jamais été attaqué par rapport au fait que j'étais homosexuel, à aucun moment. Là on parlait d'être drague. Ouais, mais... Explique-moi. En fait, j'ai l'impression de jamais avoir vraiment... quand j'entends des récits dans tes podcasts, par exemple, ou que je parle avec les mecs que je rencontre et que je leur demande un peu comment s'est passé leur coming out, etc. Moi, ça a été un peu un non-fait, le fait que je sois homosexuel, en fait, parce que ma famille était fondamentalement au courant depuis longtemps, donc quand je leur ai dit, ma mère, elle s'est mise à pleurer en mode « mais c'est génial que tu te connaisses et tout ». Enfin, en mode, le sous-texte, c'était aussi un peu « je le sais depuis des années ». Du coup, ça a jamais été stigmatisant, j'ai jamais eu des insultes homophobes. Moi, c'était plus parce que j'étais gros et ça s'est vraiment centralisé autour de ça. Et du coup, pareil, mon oncle est gay dans la famille, j'avais 12 ans, j'étais à leur mariage. Enfin, il y a un côté quand même hyper acceptation de ça. Mais peut-être dans une normativité plus hétéro et justement tout le côté féminité moins possible de l'exprimer. Ouais. C'est qu'en le disant, je me rends compte moi-même de ça. Ouais. Mais je pense aussi quand même que il y a un espèce de... Tu disais par exemple te faire agresser, etc. Moi, ça a jamais été un truc dans lequel je me suis senti... à aucun moment, je me suis senti mal à l'aise de quoi ou qu'est-ce. Même en laissant peut-être plus laisser s'exprimer ma part de féminité. À aucun moment, j'ai l'impression d'avoir vécu une expérience qui a été traumatisante, entre guillemets, et qui m'a conduit après à adopter une attitude qui est différente. Alors pourquoi ne pas le faire? Et en même temps, j'allais justement venir à ça, pourquoi ne pas le faire, pourquoi pas tout lâcher. Je pense que c'est simplement parce que c'est ce que ça veut dire pour moi, c'est ce que ça renvoie à moi. Et après, derrière, en même temps, quand j'écoute tes podcasts, je suis le premier à dire que oui, effectivement. Et vas-y, ça dit quoi? Tu t'imagines aller louer une tenue, une perruque, du maquillage. Tu vois, tu peux être une drag queen d'un soir avec 3 amis proches ou toute seule. Ouais. Ou monter sur scène dans un open mic, pas de problème. Enfin, figure-toi un peu ton premier pas. Ça veut dire quoi? Ta peur, elle dit quoi, plus précisément? Qu'est-ce que dit ma peur? Je pense qu'il y a peut-être une part de ridicule. De pas... Il y a clairement un enjeu autour de ça. Ça n'y a pas de débat. Peut-être plus que ce que je le pensais d'ailleurs. Ridicule, ça veut dire... Oh, il s'est mal maquillé. Non, plus ça correspond pas à lui. Plus c'est pas. En fait, là, j'ai vraiment une image qui me vient en tête. J'arrive pas à me la sortir, donc je vais vous l'expliquer. En gros, j'ai fait du théâtre quand j'étais au lycée. Et à la base, on devait faire un spectacle de fin d'année en mode une pièce de théâtre. Et finalement, on a fait plein de petits sketchs qui s'enchaînent. Et il y a un sketch de Florence Foresti que j'aime beaucoup, c'est dans son premier spectacle, elle fait des sketchs à la cigale, c'est J'aime pas les garçons, j'aime pas les filles. Florence Foresti? Ouais, Florence Foresti, ouais. Et du coup, dans ce sketch-là, elle caricature un homme et une femme de mémoire, et elle prend une attitude un peu hyper féminine d'un côté, hyper masculine de l'autre, et je devais jouer la scène en étant moi-même hyper féminin. J'avais pas officiellement fait mon coming out à l'époque, j'étais encore en France, etc. Donc je pense que mon rapport au corps était un peu différent. J'ai bloqué, je me suis mis à pleurer, j'ai pas pu. Donc je pense que
ça illustre bien qu'il y a quelque chose à cet endroit-là et le fait que tu me mettes dans un coin et tu me fasses un peu vraiment genre me confronter par rapport à ça, ça réveille un peu des choses. Donc je pense qu'il y a clairement un enjeu par rapport à ça. Je ne te laisserai pas tout seul. Ah non, mais après je le vis pas. Ouais. T'inquiète. Non, mais tu es là et tu peux t'arrêter à tout instant. Et pour le moment, je sens que tu es consentant de cet échange. Je ne te laisserai pas tout seul et je viens avec toi dans la petite grotte de l'inconfort. Là, je reviens au moment où toi, tu seras publié. Je pense que les gens auront déjà entendu. J'ai fait un épisode de poème où je raconte. En fait, je suis allé dans un rassemblement d'effets radicaux. Mm-hmm. T'as écouté l'épisode avec Lucky Lips sur l'effet radical ou pas? Bon, en gros, c'est un... On s'en fout. Okay. Mouvement des années 70 qui réunit des personnes queer, justement pour... c'est souvent des rassemblements qui viennent réparer, connecter, inspirer entre personnes queer. Il y a quand même une forme de facilitation, une forme quand même il y a des petites activités, des petits rituels qui viennent mettre des mots ou des actions pour mieux te connaître, mieux connaître l'autre, mieux connaître ton rapport au monde, etc. Il y a un sanctuaire en France, il y a un lieu en France, dans une forêt et une maison. Et dans cette maison, il y a une pièce qui s'appelle la Drag Room. C'est des amas de robes, de tissus, il y a tout ce que tu veux pour être ce que tu veux, le temps d'une heure, d'un soir ou d'une semaine. J'en reviens, je viens d'y passer 10 jours. J'ai travaillé, enfin, j'ai taffé 1000 trucs, enfin, genre, j'ai plein d'amour pour moi pardon, je ne suis jamais arrivé à être en drague. Je ne suis jamais arrivé à me féminiser. Et je voulais juste dire, petit Guillaume, n'aie crainte, je sais que t'étais en train de taffer autre chose, on va pas tout faire d'un coup. Mais j'étais dans la drag room. Et j'avais trop peur de porter une robe. Ouais. J'avais trop peur de porter une robe. Et j'étais là, attends, genre vas-y là, essaye. Il y a des grands miroirs et tout. Juste, je te demande pas de... J'avais trop peur, mais pas genre... J'avais un blocage, quoi. Trop peur d'enfiler cette putain de robe. Et notamment parce que... qui peut m'aimer? Qui peut m'aimer en robe? Personne ne peut m'aimer en robe. Et j'ai trouvé ça d'autant plus puissant qu'en fait, dans le rassemblement, t'en avais plein qui mettaient des robes et qui ou pas, enfin machin, et qui recevaient des compliments devant moi sur qui ils étaient ou même leur masculinité tout en étant en robe. Enfin, j'ai trouvé ça trop intéressant parce que j'entendais des bribes qui venaient me parler, qui me disaient putain, en fait, cette personne, en plus, il avait mis une perruque, c'était un peu burlesque. Et il était complimenté, et je me disais, putain, les gens l'apprécient et voient qui il est, malgré... Tu vois ? Ouais. Ah ouais, c'est venu, c'était trop dur. Je comprends un milliard de fois. Hein. Je comprends vraiment beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'on ne m'aimera pas si je suis trop efféminé. J'ai l'impression qu'on n'aura pas de désir pour moi, j'aurai pas de place, on ne pourra pas connecter avec moi. Alors, comme ça paraît stupide comme raisonnement, mais je le dénigre. Enfin, ouais, non, bien sûr. Ça paraît dénigrant en disant stupide, mais pas adapté en fait, parce qu'il n'y a pas de, mais en même temps, je peux que te comprendre parce que moi, je le vis pas de la même manière, mais il n'y a pas tant ce côté. En fait, il s'est même pas tourné vers l'autre, c'est vraiment tourné vers moi-même. Ouais. Et du coup, je me le permets pas, mais ça vient quand même montrer quelque chose. Il y a un sous-texte derrière qui. Ouais. Il y a quelque chose quand même. Après, tu vois, je trouve que c'est un peu une de mes réalisations dernièrement. J'ai aucun ami gay quasiment. J'ai évolué dans un milieu hyper hétéro en fait. J'ai très peu d'amis gays parce que dès que j'en viens à être en face d'un homme gay, j'ai l'impression de toujours avoir un mélange de... J'ai toujours l'impression qu'il faut que je tente quelque chose avec lui, genre dans l'intime, en dehors d'une relation amicale. Et du coup, ça pervertit un peu la relation que j'envisage, la manière dont je suis, la manière dont je me positionne. Je suis pas moi-même détendu, à l'aise. Ouais. Alors que je rencontre un groupe de... Bah, je dis des meufs parce que c'est toujours plus simple avec des meufs. Je trouve que je connecte beaucoup plus facilement qu'avec un mec, quoique ça dépend lesquels. Les mecs qui arrivent à faire vivre leur émotivité et leur part de féminité en eux, je les trouve merveilleux. Et voilà. Mais il y a un peu un enjeu de ce côté-là, et c'est un peu la réalisation que j'ai eue dernièrement. Il fallait que
j'investis plus ça que je me permette d'avoir des amis homosexuels pour justement rentrer aussi un peu dans cette sphère de la liberté de chacun et de pouvoir discuter, pouvoir parler des choses. Je pense que c'est aussi pour ça que ton podcast me fait aussi de bien, je pense, c'est parce que c'est un peu le seul endroit dans lequel, alors il n'y a pas d'échange, parce que c'est un flux unidirectionnel, c'est moi qui écoute, mais ça me fait réfléchir quand même. Après, j'en parle beaucoup avec des gens autour de moi. Et c'est cool d'avoir ça comme un espèce d'espace de communication où on peut voir plein de profils différents et comprendre vraiment fondamentalement qu'est-ce qui se joue en fait pour chacun. Parce que toi, quand t'es face à un autre homme gay ou queer, tu as chaque fois de l'attirance. Quand tu dis il faut que je tente, c'est que est-ce que t'as du désir ou en fait même quand t'en as pas, c'est ça? Même quand j'en ai pas, des fois je sais pas d'où ça vient ça d'ailleurs, mais si c'est le côté un peu essayé parce que alors ça me vient en tête là maintenant donc je le sors, mais c'est j'ai tellement l'impression que personne peut m'aimer que j'ai l'impression de devoir trouver une personne à un moment quand même et du coup d'essayer tout en étant quand même dans un truc où on parlait tout à l'heure de revenir là où ça faisait mal avec les aiguilles par terre et tout machin. J'ai aussi l'impression que c'est un peu la prophétie autoréalisatrice parce que la manière même dont je me mets en lien avec cette personne-là, qu'elle m'attire ou qu'elle m'attire pas d'ailleurs, et je pense que quand elle m'attire c'est encore pire, mais en fait j'ai envie de dire je suis pas adapté, enfin c'est pas une manière de faire, c'est pas la manière pour arriver à ça en fait, parce que c'est pas, parce que ouais, du coup je me tétanise, j'ai l'impression d'envoyer des signaux mais il y a pas de retour, en même temps je les envoie de manière tellement inadaptée et pas juste chill, relax, moi qui m'exprime et qui fait part du fait que potentiellement les personnes m'attirent. Et du coup, ça marche pas, donc ça renforce aussi un peu ma croyance de toute façon, tu n'en retrouveras personne et tu n'y arriveras jamais. Et je pense que du coup, cette pensée-là aussi, elle est plus apaisante parce qu'en fait, c'est comme avant. Donc, il n'y a pas de je connais, je sais ce que c'est. Il n'y a pas la peur et la découverte de potentiellement. Tu connais les aiguilles. Ouais, au moins c'est simple. Ça fait mal, mais je sais comment ça fait mal. Je sais comment le gérer parce que ça m'arrive depuis, pas toujours, mais depuis petit. Et donc, en fait, c'est dans une forme de sécurité. Mais c'est pareil que. Malheureusement, les femmes battues qui revont avec des femmes battues, les personnes qui, enfin je dis des femmes mais des hommes aussi d'ailleurs, des personnes qui ont vécu des violences extrêmes dans leur enfance, qui vont ou devenir agresseurs ou rester dans des dynamiques de domination-soumission dans les relations humaines. En fait, on connaît, c'est plus simple, même si ça fait mal. Je te propose qu'on passe à la partie 2, toi et moi. Sur ce sujet-là, J'aimerais, si tu es d'accord, qu'on parle de sexualité, de sensualité. Comment est-ce que tu as abordé toutes ces années, avec ou sans les kilos, ton rapport au sexe, à la masturbation, ou à l'éjaculation, ou à la caresse, ou au toucher, ou au massage, dans ton rapport à l'autre et voilà. Et aussi, comment est-ce que cette sexualité et cette sensualité se sont exprimées tandis que tu ne te pensais pas désirable ou pas aimable? Est-ce que du coup, elles se sont tues? Tu les as tuées? Les envies, le désir, le sexe? Ou est-ce qu'elles ont réussi à fleurir tout de même? Ah, tu ne répondras pas. Tu n'avais pas senti la conclusion? Si, mais j'arrivais pas à savoir si c'était le début de l'épisode d'après ou pas encore. Du coup, j'étais en mode, attends, il faut parler ou il faut pas parler? Et après, j'étais en mode, allez, let's go, on y va. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc., francophones et partout dans le monde. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditeuristes. Depuis 1 an, je cherche
400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça. Alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur un an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends. Alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Dans la communauté WhatsApp, il y a un groupe par ville. Des auditeurs y proposent des rencontres ou si je passe dans cette ville, moi je te mets un petit message, un petit coucou et on se voit. Et enfin, sur le site du podcast, tu trouveras le petit formulaire pour proposer ton témoignage. Comme je veux faire entendre la diversité de nos voix queer, en ce moment, je cherche particulièrement des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, ou au contraire, des hommes queer plus âgés, au-dessus de 60 ans. Je cherche aussi des hommes trans et queer, des hommes queer asexuels ou aromantiques, des hommes queer kinky, par exemple Puppy Handler, ou le kink des odeurs, et plus généralement, des hommes queer qui se sentent aujourd'hui très épanouis sexuellement et qui peuvent nous raconter ça. Mais bon, si tu ne corresponds à aucune de ces catégories, viens quand même proposer ton témoignage et sache que 90% des personnes que tu entends sur ce podcast m'ont dit avant ça « Oh, tu sais, je sais pas bien parler » ou « Moi, je pense que j'ai pas grand-chose à dire ». Donc, si tu sens l'envie de témoigner mais que tu doutes, c'est normal, viens, on s'en parle. Alors, va sur le site du podcast, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.